le cercueil de la reine surmonté de la couronne impériale d'État et de l'étendard royal. Et à l'arrière, donc, vous avez aperçu la famille, le roi Charles sur la gauche de votre écran, aux côtés de sa sœur Anne, évidemment, du prince Édouard et du plus jeune frère ensuite, du prince Andrew, pardon, et du plus jeune frère ensuite le prince Édouard. Et puis derrière les deux frères, William et Harry. Alors on précise évidemment que le prince Édouard et Harry ne sont pas en uniforme mais en jaquette, avec leur distinction militaire qu'ils n'ont le droit de porter que sur des costumes civils. Tout le monde marche en cadence évidemment. On parlait juste avant de ces proches de la reine Isabelle River qui étaient à ses côtés tous les jours. On en voit certains là évidemment qui l'accompagnent. Oui, notamment un qui précède le cercueil, Paul Wybrew, qui était à la cour on l'appelait, enfin la reine l'appelait Grand Paul, parce qu'effectivement Paul Wybrew est très grand. Il occupait vous savez, à la cour, il y a beaucoup de charges qui ont des noms assez poétiques. Et Paul Wybrew était page of the Backstairs. Et là, je vais laisser parler Vincent parce qu'on voit la couronne d'État impériale qui est posée sur l'étendard royal qui recouvre le cercueil d'Élisabeth II. Alors cette couronne impériale d'État, elle a une histoire incroyable parce que la couronne originelle, si j'ose dire... Pas tellement la couronne, sont les pierres. Les pierres, La pierre rouge que vous voyez au centre, c'est ce qu'on appelle le rubis du prince noir. En fait, c'est un spinel qui vient d'Afghanistan, qui est arrivé en Europe au Moyen-Âge, qui est passé à Grenade, qui est passé en Castille. Là, on voit sur l'image le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Édouard. Et ce spinel est rentré dans la famille royale d'Angleterre au Moyen-Âge. Il a traversé les révolutions. Et c'est la reine Victoria qui l'a fait sortir sur le deuxième rang. On verra le prince William, le prince Harry, Peter Phillips. Et je ne sais pas qui est le monsieur au bout, là, j'avoue que je... Tim Lawrence, non? Je suis très sûr. Et le troisième le duc de Gloucester, peut-être. Non, il est en uniforme, il est au troisième rang. Et Lord Snowdon? Non. Oui, et c'est le fils de Lord Snowdon. Justement, là, on la voit, elle est sertie donc, du rubis du prince noir, pierre très ancienne. En haut, sur la croix, on ne la voit pas, mais il y a un tout petit saphir carré qui est le saphir de Saint-Édouard, le confesseur. Saint-Édouard, c'est le dernier roi de la dynastie de Wessex, donc c'est antérieur à Guillaume le Conquérant. Ça, c'est la pierre la plus ancienne des trésors européens. Et en dessous du rubis, on le verra peut-être tout à l'heure, il y a un énorme diamant qu'on appelle la grande étoile d'Afrique, enfin l'étoile d'Afrique numéro 2. C'est une pierre qui fait plus de 350 carats, qui a été découverte au XXe siècle. Là encore une fois, on a le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew, derrière le prince William, le prince Harry en jaquette, Peter Phillips, le petit-fils de la reine qui est là. Et le troisième rang, je pense que c'est le duc de Gloucester, le duc de Kent et le comte de Snowdon, David Linley, qui est le neveu donc, de la reine, puisque c'est le fils de sa sœur, la princesse Margaret. La reine entretenait une relation quand même très très proche avec son neveu et sa nièce. La couronne et les joyaux d'ailleurs sont toujours gardés, si j'ose dire, à la Tour de Londres. Ils sont non seulement gardés, mais ils sont exposés à la Cour de Londres. La couronne impériale d'État, elle sort quand même assez souvent. Elle sort une fois par an pour l'ouverture du Parlement. Chaque fois qu'il y a une cérémonie, c'est elle qu'on sort. C'est celle-ci qui est moins lourde que la précédente, qui était en or massif. Et surtout, celle-ci, alors elle est en grande partie en platine, qui est un métal plus facile à travailler, mais elle a été refaite par George V parce qu'il y avait un vieux modèle exactement la même, mais en beaucoup plus pesant et plus lourd, qui datait de la reine Victoria de 1830. On a gardé le même dessin, les mêmes pierres, sur une monture allégée dans les années 30, et donc c'est la couronne qui a été créée pour George V, le grand-père d'Élisabeth II. Mais lorsque les joyaux, lorsque la couronne, notamment ces couronnes-là, ont été fondues par Cromwell, on en a beaucoup parlé depuis la semaine dernière, et qu'on a la couronne d'Écosse qui est la seule survivante et qui a une histoire incroyable aussi, les pierres ont pu être récupérées. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que certes, alors le gros diamant qui est au centre est arrivé en 1900, donc c'est postérieur celui-là, c'était après. À la Révolution. Le rubis du prince noir a été vendu par Cromwell, et en fait quelqu'un l'a racheté, et Charles II l'a racheté en exil. Incroyable. Et quand il est monté sur le trône, il a fait refaire une couronne sur laquelle, on le voit, le rubis du prince noir, vous ne pouvez pas le rater, c'est de la grosse pierre sombre. Là, on s'éloigne, donc c'est plus compliqué. Mais... Et juste en dessous, vous avez le diamant, le Cullinan numéro 2, qui est la deuxième étoile d'Afrique. Mais le saphir de Saint-Édouard, par exemple, je crois qu'il est resté caché pendant un certain temps, pendant la Révolution de Cromwell. Et il était monté en bague pendant très longtemps. Et c'est la reine Victoria qui a décidé de la faire monter sur cette couronne. Et ensuite, Valérie, en dessous, il y a donc l'étendard royal. On avait vu l'étendard d'Écosse lorsque la dépouille de la reine était à Édimbourg. Ça, c'est l'étendard royal qui est en fait divisé en 4 parties.
Alors, je suis pas une spécialiste des symboles héraldiques, mais simplement ce qu'on peut dire, c'est que le drapeau qui recouvrait le cercueil de la reine en Écosse a été retiré, et c'est celui-ci, l'anglais, qui a été posé sur le cercueil quand elle est arrivée hier à la base de Northolt. Oui, c'est ça. Le cercueil de la reine est arrivé hier. Derrière les gardes, on avait quand même une belle image du prince Charles avec derrière lui le prince William, donc le nouveau roi, et son héritier, le prince de Galles. On voit, et on l'évoque depuis plusieurs jours maintenant, mais c'est vrai que cette cérémonie-là, qui est quand même Marc Roche, j'allais dire le point d'orgue. Le point d'orgue, ce sera lundi, mais c'est effectivement l'un des moments les plus solennels, évidemment, depuis la disparition de la reine Elisabeth il y a moins d'une semaine. Maintenant, le roi Charles III, accompagne sa mère. On voit sur son visage toute cette gravité. Sur les dernières cérémonies qu'on a pu voir en Écosse, même d'ailleurs en Irlande du Nord hier, il y avait une certaine, peut-être une certaine proximité. Ici, on voit qu'on est vraiment dans la cérémonie la plus prestigieuse qui soit. Hein. C'est l'État. En Irlande du Nord, en Écosse, c'était l'hommage aux provinces. Là, c'est l'État, on est au cœur. J'aimerais faire une remarque sur le fait qu'il y a un général, je pense qu'il est général ou colonel en chef noir. C'est le dernier écuyer de la reine Elisabeth II depuis 2007. Il était à ses côtés, c'est le premier écuyer noir. Il a fallu attendre 2017 et il accompagne bien sûr la demeure de la... Alors, Isabelle, dites-nous, donc on voit le roi, on voit la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Édouard. Alors, on a perdu l'image même parvenue. Les princes William et Harry, et je pense que derrière les membres de la famille royale se trouve aussi le secrétaire particulier d'Elisabeth II, Sir Edward Young, en tout cas que l'on considère à juste titre comme la troisième personnalité la plus importante du royaume après le Premier ministre, puisque c'est l'homme qui est là pour assurer la liaison entre le palais, Downing Street, mais aussi l'église anglicane, les forces armées. C'est vraiment l'homme clé de l'entourage du souverain régnant, son principal conseiller, et Sir Edward Young va donc va assurer la transition auprès du secrétaire particulier du nouveau roi Charles, Sir Clive Alderton, qui est l'un des grands maîtres d'œuvre de la transition entre les deux règnes, qui s'en occupe depuis déjà plusieurs années. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les cérémonies précédentes, des jours précédents, étaient très empreintes de religion. Il y a eu beaucoup de messes, beaucoup d'offices religieux, etc. Là, c'est une cérémonie militaire, hein, Valérie. Oui, mais ce qui est, à mon avis, aussi fondamental, c'est qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois que le prince Charles, le prince William et le prince Harry ont fait exactement ce parcours, c'était pour les funérailles de leur mère en 97. Oui. C'est exactement le parcours, parce qu'ils étaient partis de Clarence House, mais la dernière fois qu'ils ont fait ça, pour Queen Mum, le trajet, pour la reine mère, c'était pas ce trajet-là, c'était devant Westminster. Le duc d'Édimbourg, il n'y a pas eu de trajet dans les rues de Londres à cause du Covid. Donc le dernier précédent de ce trajet-là, et c'est sûrement terrible pour eux, là on voit Lord Snowdon sur la droite, qui est le fils de la princesse Margaret. Ça doit être assez dur, enfin plus que dur. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était en marchant derrière le cercueil de leur mère. Et on voit d'ailleurs le prince William qui effectivement a pris encore une épaisseur, parce qu'évidemment son père devenant roi, on en parlait hier, il devient prince de Galles et il prend des fonctions qui sont aussi plus importantes et plus visibles, de plus en plus. Alors là, il n'avait plus le choix, il est le numéro 2. Donc de toute façon, il est là, on les voit très bien, le roi, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Édouard, derrière le prince William, le prince Harry en civil, Peter Phillips, et encore derrière, vous avez le rang des cousins, donc le duc de Gloucester, Lord Snowdon, le fils de la princesse Margaret. Valérie. On a eu pendant quelques jours des cérémonies familiales, presque intimes. C'était vrai aussi en Écosse. Il y avait un côté, on l'a beaucoup répété, intime. Là, la famille évidemment est là, mais ce sont les héritiers du trône, et c'est la famille royale, et c'est la royauté qui prend le pas sur la sphère privée. Là, on est vraiment dans l'institution monarchique, et le fait que l'armée et les différents régiments soient déployés nous donne une idée de ce que ces funérailles représentent en termes de patriotisme pour les Britanniques qui se sont massés pour la regarder. Bien sûr, oui. C'est l'exaltation d'un sentiment national, bien sûr, respect envers la reine, mais c'est à l'institution aussi
que s'adresse cette cérémonie pour raviver ce sentiment patriotique. Ouais. Un hommage qui va durer longtemps, puisqu'il va durer jusqu'à lundi matin 6 heures, peut-être à mettre en miroir avec la durée du règne d'Élisabeth finalement, Marc. Ça a été décidé à l'avance, les 10 jours, c'est la reine elle-même qui l'a décidé avec l'accord de Downing Street, de son vivant. Mais c'est vrai qu'on peut être étonné de la longueur de tout ce processus. Vous savez, les Britanniques sont plutôt lents en général, et il faut prendre son temps, et je pense que ces 10 jours sont vraiment à l'honneur de la reine Elisabeth II et son règne de 70 ans, puisqu'on ne pouvait pas faire ça en 2 jours, il fallait laisser le temps au temps. Avec en plus le temps, la météo qui est magnifique et qui le sera sans aucun doute lundi, ce sont en tout cas les prévisions. Alors là, on est sur le fameux mal dont nous parlait Vincent tout à l'heure. Magali, expliquez-nous alors pourquoi, qu'est-ce que ça représente? C'est une longue avenue, près d'1 kilomètre. C'est la voie royale finalement de Londres, qui part, on le voit ici au fond de l'image de Buckingham jusqu'à Trafalgar Square. Le mall, en fait, c'est un mot français. Ne dites surtout pas mall, qui est un mot américain pour parler des centres commerciaux. Le mall, en fait, c'est un mot français qui vient du mot mail, qui on peut traduire aujourd'hui en français de notre époque par maillet. Ça signifiait, ça faisait référence à un jeu qui ressemblait au croquet, et c'était au XVIIe siècle. Le mall, alors les touristes le connaissent parce que c'est la voie qui est empruntée tous les jours par la garde qui assure la relève de Buckingham. On le voit, un relève qui a lieu de 11h à midi tous les jours. Et puis ça nous rappelle forcément, on l'avait vécu sur LCI, le jubilé de platine au mois de juin. C'est là qu'on avait vu la fameuse Ring of Colors, et que la revue militaire, la grande revue militaire sous les yeux du monarque, et c'est à ce moment-là que la reine avait fait sa première apparition au balcon, le jeudi, le premier jour des festivités, et qu'elle avait été acclamée par la foule. Donc voilà, c'est une grande avenue qui longe, on voit au fond de votre écran, St. James Park, l'un des parcs royaux de Londres. Et là, on va pas. Alors, vous connaissez mieux Londres que moi, Marc et Valérie. On ne doit pas être loin de Clarence House, la résidence de Charles. On passe devant. Donc, effectivement, il y habite encore officiellement avec son épouse Camilla. Il y habite depuis 2003 et la mort de la reine-mère. La question est de savoir est-ce qu'il va y rester ou pas. Ça fait partie des possibilités, parce que Buckingham est en travaux. En tout cas, sachez-le, il y a quelques jours, en plein deuil, alors que le personnel du prince Charles se démenait après l'annonce de la mort de la reine, tous ont reçu une lettre leur disant que leur mission prenait fin, et donc la plupart vont être licenciés, ce qui a provoqué pas mal d'émotions, si ce n'est de colère. Sur la droite enfin là maintenant sur la gauche de notre écran, parce que les caméras ont changé d'axe, pour les Français, sachez-le, là donc à droite, il y a la statue du général de Gaulle, puisque c'est un petit peu plus loin, puisque c'est quartier pendant la guerre. Regardez cette image avec le roi Charles, derrière le cercueil de sa mère. On va s'imprégner un peu de l'ambiance. C'était la statue de la reine-mère que vous venez de voir, et de Georges VI. Vincent, vous me disiez tout à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant aussi à souligner concernant les lifeguards. Donc ce sont ceux qui ont le plumet blanc, qui sont à l'avant. Ce sont ceux qui ouvrent le cortège. Et je vous disais tout à l'heure que c'est une des 2 unités à cheval. Et là, ils sont à pied. Ce qui signifie qui est un pas de deuil. On n'a jamais les lifeguards à pied, on n'a pas mis de chevaux. Regardez. Ce sont eux là. Ce sont eux. Oui. Et en plus, on voit bien qu'ils ont la tête penchée vers l'avant, le casque est un peu abaissé. Et donc, c'est vraiment une attitude de deuil pour ce régiment qui est toujours à cheval. Qu'ils marchent
devant le cercueil, ils sont là pour assurer la protection du souverain, même mort, mais dans une formation extrêmement particulière, parce qu'on ne les voit jamais à pied, les lifeguards. Quelle est la musique que l'on entend? Ce sont des musiques militaires traditionnelles, classiques. On sait qu'on voulait du silence, vous le disiez tout à l'heure. On a d'ailleurs fermé le ciel de Londres pendant cette procession pour ne pas avoir de bruit d'aviation. Vous voyez le visage de Harry, très grave évidemment. Vous disiez tout à l'heure, c'était ce trajet-là qu'ils avaient emprunté pour les obsèques de leur mère, les deux garçons. Et voilà cette couronne avec cet énorme diamant dont vous nous parliez tout à l'heure, Vincent. Là, on le voit vraiment très très bien. C'est plus que la couronne, ce sont les pierres qui sont importantes, parce que celle qui est au centre de la croix au-dessus, c'est une pierre qui a 1000 ans d'histoire de la monarchie britannique. Donc, encore une fois, c'est antérieur à Guillaume le Conquérant. Et Guillaume le Conquérant, c'est l'an 1000. Et juste, on parlait de la météo tout à l'heure. C'est vrai qu'il fait beau. Alors, ça fait des images magnifiques. Mais pendant toutes ces années où j'ai suivi la reine Elisabeth II, il y avait une espèce de légende autour d'elle. On appelait ça le Queen's Weather, c'est-à-dire la météo de la reine. Et on m'avait dit, vous allez voir, quand il peut pleuvoir à torrent, etc., lorsqu'elle va arriver, la pluie va s'arrêter. Eh bien, croyez-le ou non, mais j'en ai été témoin plusieurs fois. Il tombait des hallebardes et sa voiture, la Bentley, entrait dans la cour. Et la pluie s'arrêtait. Mais sachant qu'hier soir, il pleuvait des hallebardes à Londres. Nos équipes nous expliquaient qu'effectivement, il avait plu énormément hier soir et qu'il faisait très froid. Donc ça se vérifie encore cette fois-ci. Et que pour George VI, il pleuvait, c'était en février. Donc c'était un temps absolument abominable. Et aujourd'hui, on a vraiment une météo favorable, ce qui est très rare à Londres. Où sont les épouses? On pense évidemment à la reine consort, on pense à Kate, et on pense d'ailleurs également à Meghan. Elles sont déjà arrivées à Westminster? Elles suivent de beaucoup plus loin, en voiture, la procession. Elles seront aussi, me semble-t-il, avec l'épouse du prince Edward, Sophie, qui était très proche de la reine. Très proche de la reine. Et donc les femmes, hormis la princesse Anne, étant donné son statut de princesse et donc de sa proximité avec sa mère. Elles sont derrière. Sont derrière. Il y a 3 voitures. Pas derrière, disait-on pour le prince Philippe. Là, elles sont un peu plus loin encore derrière. Pendant les funérailles de George VI, d'ailleurs, sa fille Elisabeth, qui venait d'être nommée souveraine, était en Carrosse. Donc elle n'était pas à pied. Non, absolument pas. C'est réservé aux hommes. Oui. Alors, ils sont en train de tourner, cette parade est en train de tourner pour passer devant Horse Guards Parade, Magali. Oui, on va arriver on va tourner effectivement, on va quitter le Mall pour arriver donc, vous le savez, on avait eu beaucoup d'images là aussi pendant le jubilé de la reine, puisque c'est de là que partent le Trooping the Colours, la grande revue militaire donc annuelle dont je parlais en présence du monarque. Et vous savez, c'est cette cour, on la verra peut-être toute ouverte, où on voyait donc les chevaux, les militaires qui se préparaient pour la parade. Donc c'est dommage, on voit pas forcément tous les monuments. On parlait du palais Saint-James, on l'a vu juste après Clarence House malheureusement. Palais Saint-James, là où avait été exposé le corps, enfin pas exposé parce qu'il n'était pas ouvert au public, mais avait été mis le corps de Diana pendant 5 jours avant ses funérailles. Donc on est vraiment dans le cœur historique de la monarchie britannique ici à Londres. Et du pouvoir politique. Alors on va y arriver là, exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un trajet, effectivement, comme viennent de le faire remarquer Marc et Magali. C'est de la monarchie au pouvoir politique, c'est-à-dire que là, on prend ce qui est véritablement la rue du pouvoir, Whitehall, avec un certain nombre de symboles dont on nous parlera. Tous les drapeaux du Commonwealth, effectivement. Là, 56 États du Commonwealth, le rôle de chef du Commonwealth et de tous les rôles qu'elle devait remplir en tant que souveraine régnante, l'un de ceux qu'elle préférait. C'est qu'elle a eu un rôle absolument décisif dans le maintien de la cohésion, de l'unité de cette organisation internationale constituée souvent d'États qui s'entendent pas forcément. D'ailleurs, elle a commencé son règne avec une itinérance dans les pays du Commonwealth pendant 6 mois. Quand son fils, lui, a fait une itinérance dans les différentes parties du royaume, mais elle a commencé par les pays du Commonwealth. Elle a commencé par les pays du Commonwealth, une tournée de 6 mois avec le prince Philippe.
parce que le siège du Commonwealth n'est pas loin, était sur le Mall, justement, le Marlborough Le House. secrétariat général du Commonwealth. En fait, c'est le lien entre le pouvoir symbolique de la monarchie vers le pouvoir politique, finalement, du gouvernement. C'est un peu ça. Oui, absolument. C'est une avenue qui relie les deux pouvoirs principaux du Royaume-Uni. Et bien sûr, voilà. Regardez, pardonnez-moi. Cette image, ce sont effectivement. Donc, je posais la question des épouses. Pardonnez-moi, Marc, je vous ai coupé. Cette image, elle est importante la princesse également. de Galles et la reine. Voilà, on voit donc Kate, la princesse de Galles, ainsi que la reine Camilla dans cette première voiture qui vont être conduites donc à Westminster. Je vous disais que cette procession était faite pour durer exactement 38 minutes. Dans 14 minutes, elle va arriver à Westminster Hall, non pas l'abbaye de Westminster. On aura l'occasion d'en reparler pour vous expliquer exactement. Dans une des voitures derrière, il doit y avoir évidemment Meghan, bien entendu la femme de Harry, et puis Sophie, donc la femme du prince Philippe, du prince Édouard, pardon. Oui, et puis il y a sans doute derrière aussi dans les voitures suivantes la duchesse de Gloucester dont le mari est en train de défiler. Il y a sans doute aussi Lady Sarah Chatto, la nièce adorée de la reine Elisabeth, qui est la sœur du comte de Snowdon, la fille de la princesse Margaret. Donc la première voiture, on l'a vu, c'est la princesse de Galles et la reine. La deuxième voiture, c'est sans doute la duchesse de Sussex et la comtesse de Wessex, Sophie. Et après, il doit y avoir effectivement la duchesse de Gloucester et Lady Sarah Chatto, et peut-être encore la princesse Alexandra de Kent aussi, qui est la cousine germaine de la reine, qui est sans doute dans les voitures. Et les petits-enfants, Vincent Non, mais il n'y a pas, sur une parade militaire, il n'y a pas de raison de mettre les petits-enfants. C'est trop compliqué, trop long. Bien sûr. Là, ils arrivent sur Oscar Parade, effectivement, qu'on avait vu donc pendant le jubilé. Ce que j'ai. Alors, vous le voyez, cette grande place, c'était là que se tenaient les joutes équestres du temps de Henri VIII au XVIe siècle. Avant, on pouvait y stationner, on voyait des voitures, et c'est désormais interdit depuis un attentat perpétré dans les années 90 par l'IRA. Il y avait eu des tirs de mortier, donc tirés depuis une voiture garée ici jusqu'au jardin du 10 Downing Street, puisque les jardins sont juste à côté, et donc depuis, il est interdit de s'y stationner. Et je ne sais pas si vous avez vu au fond, il y a un mémorial, c'est le Guards Memorial, donc pour rendre hommage aux gardes. Alors je ne sais pas comment on dit, ce sont des infanteries, des troupes d'infanterie qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Regardez cette image avec la foule qui s'est massée depuis très tôt ce matin, voire depuis hier soir. On ira rejoindre nos équipes tout à l'heure, évidemment. Pour le moment, pas question de déranger ce recueillement, parce que cette foule, elle est très recueillie au son donc de la musique militaire, mais on voit sur les visages, des visages graves, quelques larmes, effectivement, des Anglais, des Britanniques, qui savaient que ça arriverait un jour, bien entendu. Tout ce faste de la royauté, c'est extrêmement impressionnant et extrêmement émouvant également, Isabelle, de voir ce pays tout entier, vraiment, qui pourtant, et on l'a dit, dans une vie, une période très compliquée, notamment d'un point de vue politique et social, unis, vraiment unis dans la, j'allais dire dans la douleur, en fait, dans le respect et dans le Oui, dans le respect. On parlait tout à l'heure du silence. Alors c'était sans compter effectivement sur la musique militaire qui accompagne le cercueil jusqu'à Westminster Hall, mais on parlait surtout du silence de cette foule. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, déjà, c'était en 1997 pour les funérailles de la princesse de Galles, de Diana. Des foules innombrables s'étaient massées de la même manière le long des artères londoniennes qui étaient empruntées par le cortège, et il y régnait un silence absolu. On écoute ce silence.
avez entendu ces applaudissements après le passage du cercueil. Oui, donc je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce que d'habitude, donc la foule observe un silence total, et là, au passage du cortège sur Horse Guards Parade, eh bien, les Britanniques ont applaudi la dépouille de la reine. Alors, ce que nous dit Solène Rioux, qui est dans la foule et qui fait partie de nos équipes, qui est l'une de nos envoyées spéciales, elle nous dit en fait, ils se sont mis à applaudir une fois le cercueil passé, pour rester silencieux par respect. Peut-être ont-ils applaudi le roi plutôt que la dépouille de la reine. Il y a sans doute les deux, parce qu'hier soir, ils étaient très nombreux à applaudir au passage du cercueil. C'est toujours cet entre-deux dont on parlait tout à l'heure, la disparition d'un roi, l'avènement d'un autre. Et donc voilà, on est toujours partagé entre une histoire qui se termine, une autre qui... Est-ce qu'il n'y a pas un symbole qui a été franchi sous l'arche? On a quitté le symbole de la royauté vers oui, puisque tous les ministères, là, les plus importants, les grands ministères, le Foreign Office, la Défense, le Trésor, le 10 Downing Street, le Cabinet Office, qui est la haute administration, sont situés sur cette avenue où défile actuellement la procession. C'est ce qu'on appelait Whitehall, c'est l'ancien quartier, l'ancien palais royal des Stuarts, qui a brûlé lors du grand incendie de Londres. Et on va passer exactement sur le spot sur lequel a été décapité Charles Ier au moment de la révolution de Cromwell. C'est assez extraordinaire de voir tous les symboles historiques qui s'associent, parce que la procession du roi, de la reine défunte, ça c'est le cénotaphe, c'est le monument aux victimes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et tous les ans, la reine faisait quand même un point d'honneur de venir assister à ces cérémonies. Elle venait déposer une gerbe à chaque fois. Ce fameux coquelicot. Alors elle n'était pas là l'année dernière. C'est Charles qui l'avait remplacé le jour de ses 73 ans d'ailleurs. Mais effectivement, ça s'appelle le Remembrance Sunday. Ce sont les dimanches les plus proches des 11 novembre où la famille royale, le Premier ministre, les chefs de parti sont tous là pour rendre hommage à tous les ambassadeurs du Commonwealth, très important, sont là également. Le cénotaphe, c'est un soldat inconnu. C'est le soldat inconnu, c'est l'équivalent de... Il faudrait qu'on dise un mot de ces gens qui se sont massés, qui sont venus pour cette parade. Parce qu'en fait, finalement, lundi prochain, qui sera évidemment le jour des obsèques, le cercueil de la reine ne traversera pas la ville comme aujourd'hui. Je sais que les autorités londoniennes parlaient peut-être de jusqu'à 1 million de personnes. Parce qu'en fait, après, donc, le cercueil va arriver à Westminster Hall, il va y avoir un court office assez court, et ensuite eh bien, les portes seront ouvertes pour permettre donc à tous ceux qui le souhaitent ou qui le pourront dans le public d'aller s'incliner devant Sa Majesté. Valérie, les autorités ont parlé pour certaines de jusqu'à 1 million de personnes. Le Times dit 350 000, ce sera le maximum dans les 4 jours, le délai imparti. Il y aura beaucoup de déçus. Évidemment, il va y avoir beaucoup de déçus. Le fait de détenir un de ces bracelets qu'on distribuera dans les files d'attente, qui vous permet de quitter un peu la file d'attente pour aller manger ou soulager vos besoins naturels et vous permettre de revenir ensuite dans la file d'attente sans perdre votre rang. Il y aura beaucoup de déçus parce que même si un certain nombre de consignes ont été édictées, la question de faire des selfies devant le cercueil pour des raisons de dignité, mais aussi pour ne pas retarder le flot des gens. 350 000 personnes en 4 jours, 24 heures sur 24, ce serait déjà une forme de prouesse. Il y a évidemment des raisons de sécurité. Le nouveau patron de la police disait qu'il se retrouve confronté à un défi massif. On ne parle même pas des funérailles elles-mêmes, quand il y aura des dignitaires, des chefs d'État, des monarques de partout dans le monde, dont, on va le dire juste pour mémoire, évidemment le président Macron, évidemment l'empereur du Japon et évidemment le président américain. Pardon, juste, c'est celui-ci, le monument aux morts dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est là. Pardon, qui est le symbole d'une des cérémonies les patriotiques. Quand vous êtes au Royaume-Uni autour du 11 novembre, tout le monde quasiment porte un coquelicot à la boutonnière. C'est vraiment un des symboles très forts
de la civilisation britannique. Et donc, la reine, évidemment, s'y rendait chaque année jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Les dernières années, elle était remplacée par le prince Charles, devenu Charles III, qui déposait 2 gerbes, une en son honneur et une la sienne. Et pour revenir à ce qui va se passer pendant ces 4 jours où on attendra pendant des heures, certains journaux britanniques parlent de 35 heures maintenant d'attente, puisque certains ont déjà commencé à attendre sans avoir le droit de sortir une tente, un abri, etc. Il n'en est pas question. Donc est-ce que vous imaginez 35 heures d'attente pour pouvoir regarder, se recueillir un instant devant le cercueil de la reine? Valérie. La marche funèbre de Beethoven, nous signale Clémence Carré qui assure la rédaction en chef de cette édition. C'est cela qui est joué, c'est de Beethoven et c'est joué tous les dimanches de Remembrance Sunday, donc les dimanches les plus proches du 11 novembre. Je voudrais qu'on parle, il va arriver le cercueil d'ici quelques instants du côté de Westminster. Et une fois qu'il sera arrivé à Westminster, installé, donc les personnes qui ont participé à la procession pourront se recueillir évidemment. Et puis là, il va être posé sur ce qu'on appelle un catafalque, une espèce d'estrade, hein, Vincent, je me tourne vers vous, avec un drapé pourpre. Regardez, elle a un poil. Ouais. Et seront posés sur le cercueil comment je pourrais dire, deux symboles aussi de la royauté, un globe et le sceptre. Ce sont les symboles qu'elle a reçus le jour de son couronnement en 1953. Contrairement à la couronne impériale d'État qui sort tous les ans, le sceptre et le globe, ça sort assez rarement de la tour de Londres, ça sort que pour le couronnement. Et elle est la seule à avoir droit à ces ornements. Maintenant, son fils, le roi Charles III, aura le droit de les utiliser symboliquement. Et l'orbe, en fait, symbolise le monde chrétien, d'où cette croix qui est posée sur cette sphère. L'orbe, c'est la sphère, hein, c'est comme ça. Voilà, l'orbe, c'est la sphère. Donc, elle symbolise le monde chrétien, d'où cette croix posée sur cette sphère qui représente, en fait, la terre. Et l'orbe est posé dans la main droite du souverain le jour de son couronnement. Et là, je parle sous le contrôle de Vincent, mais le sceptre, s'il se passe la même chose que pour les funérailles de George VI, ce pourrait être donc le fameux sceptre d'or avec ce diamant qui, je crois, fait 530 carats. 530 carats, c'est la première étoile d'Afrique qui vient du même brut que celui qui est sur la couronne. Donc on l'a scindé quand il a été découvert, on a fait 2 diamants fabuleux. Et c'est le plus gros diamant taillé à blanc au monde. Voilà. Second. Vous avez entendu. Diamant blanc. Diamant blanc, oui. Taillé à blanc, oui, c'est ça. Vous avez entendu ces applaudissements une nouvelle fois alors qu'on arrive du côté de Westminster Hall. Alors, une question quand même, il va y avoir un service court, une courte cérémonie manifestement. Une vingtaine de minutes. Mais religieuse, on est dans un bâtiment public, si j'ose dire, qui n'est pas un bâtiment religieux, évidemment, Westminster Hall. Mais, on le répète,
là-bas en Angleterre, la religion est une religion d'État. Et puis, une dimension essentielle dans le règne d'Élisabeth II, c'était cette manière dont elle avait souhaité, disons, assumer une forme de leadership spirituel de la nation. C'était une femme qui était profondément croyante et qui avait cette référence tous les ans, notamment lors de son message de Noël. Il est 16h, on entre à Westminster, il n'y a plus la foule autour, évidemment, qui a été gardée à distance. On écoute. Stand still. Barrow party, prepare to receive. Receive. Barrow party. 6 paces, outwards, march. Stand still. Barrow party, prepare to turn. Prepare to raise. Raise. Barrow party, inwards, turn. Barrow party, prepare to turn. Turn. Barrow party, slow. March. Up.
et Juliette, la nouvelle création mondiale de Benjamin Millepied, arrive enfin à la scène musicale avec le LA Dance Project. Une histoire mythique dans une version résolument moderne et singulière. Du 15 au 25 septembre 2022 à la scène musicale.